Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je me suis mis à écrire une première fois il y a une douzaine d'années, après l'accident inexpliqué et inexplicable de ma fille aînée Edwige, dont je relaterai ici l'histoire. Mais je n'ai jamais terminé ces pages. Le destin houleux et tragique des membres de ma famille, le sentiment que le destin s'acharne littéralement sur nous, les souffrances endurées, mais également la méconnaissance d'une maladie, le témoignage d'espoir que je voulais transmettre aux autres malades, m'avait jadis fait intituler mon ouvrage Éclat, comme les répercussions de drames successifs de vie marqués par la souffrance, le deuil, l'incompréhension. Pourquoi tant de drames exceptionnels, improbables, dans une même famille ? C'est la question qu'on se pose dans toute vie, lorsque notre entendement humain ne parvient pas à trouver une réponse cohérente, rationnelle et médicale, un lien éventuel entre les épreuves vécues. Maman m'a alors confié quelques paroles de sagesse, relatives à son expérience, alors que l'accident d'Edwige, sa petite fille, avait bouleversé sa vie et qu'elle avait déjà accumulé tant de drames dans sa vie. Il faut quelquefois attendre très longtemps avant de comprendre ou de mesurer que la réponse n'est pas instantanée. Elle émanera peut-être du fruit du parcours de ta vie, d'une force puisée dans les épreuves elles-mêmes. Elle ne croyait pas si bien dire. Or, il s'avère que j'ai toujours pensé qu'elle avait sûrement raison sur un point. Mais je fais aussi partie d'une génération qui considère qu'il ne faut pas seulement se contenter d'attendre une réponse, mais qu'il faut aller au-devant de la réponse, avec de nouveaux moyens d'investigation liés au progrès des sciences, des technologies et de la médecine notamment. Notre génération a vécu un tel essor de l'évolution des facultés humaines à essayer de comprendre et d'expliquer, par la science, la médecine, les technologies nouvelles ce qui était resté inexploré et par conséquent inexpliqué jusqu'ici, que mon attitude, à la fois empreinte de foi en l'homme et en Dieu, d'humanisme et de soif de connaissance, m'ont amené moi aussi à essayer de comprendre et me pousse aujourd'hui encore à remodeler ce récit, pétri d'espoir et de combativité, qui amènera à comprendre que les épreuves subies ne sont pas fortuites et qu'elles peuvent aujourd'hui être éclairées. Certaines rencontres ébranlent malheureusement ces certitudes, d'autres les confirment et nous poussent à agir inlassablement et à combattre en essayant de comprendre ce que nos anciens appelaient la fatalité ou le mauvais sort. Ces pages sont le récit de tranches de vie de certains membres de ma famille. Elles ne sont ni romancées, ni embellies, ni pétries de catastrophisme. Elles ont tout simplement la prétention de retracer le parcours souvent heurté, douloureux, voire tragique, de 4 générations de victimes de maladies polymorphes, visibles ou invisibles, vécues souvent avec courage et union, sans que nous n'en connaissions les origines, ou plus exactement l'origine, afin que les générations à venir n'aient plus à subir cette maladie. Je m'engage à relater le vécu des membres de ma famille afin que les malades déjà reconnus ou encore malheureusement victimes de l'errance diagnostique et de la méconnaissance de cette maladie par l'écrasante majorité des médecins généralistes et spécialistes, puissent rencontrer un jour, comme nous, une personne compétente, humaine et formée qui les aide à vivre, voire à survivre, à soulager et prévenir les attaques polymorphes, invalidantes et quasi totalement méconnues de cette maladie. Ce récit s'appuie sur notre vécu, c'est-à-dire sur mon propre vécu, celui de mon frère et de mon mari, de mes filles adorées, de ma tendre maman, de la transmission orale du vécu de ma grand-mère que je tiens de ma maman et des quelques souvenirs qui me restent du départ brutal de ma grand-mère et de son retentissement sur notre famille lorsque j'avais 4 ans, ainsi que de documents confidentiels et d'archives médicales, contenant les comptes rendus d'hospitalisation et d'interventions chirurgicales de 1973 à nos jours, récupérés par mes soins auprès des services d'archives des hôpitaux concernés. Récits de vécu, de parcours d'errance et d'interrogations diagnostiques, de souffrances, d'interrogations, liées à une maladie sur laquelle nous avons levé le voile cette année, diagnostiqué cliniquement et formellement par le professeur Claude Amonet le 12 novembre 2012, lors d'une consultation de 4 heures à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Paris, le syndrome d'Ehlers-Danlos. J'estime qu'il est donc primordial de contextualiser ce récit, en présentant nos origines sociales et familiales, sachant que cette maladie a véritablement marqué notre famille sur plusieurs générations, qu'elle a laissé derrière elle des marques, des répercussions physiques, psychiques et sociales, en modifiant le cours de notre parcours personnel et professionnel. Afin de permettre au professeur Amonet et à son équipe de rendre témoignage,
de publier mes écrits et de permettre à tous les malades connus et encore méconnus de bénéficier d'une reconnaissance et de thérapie, d'obtenir des fonds nécessaires pour faire avancer les recherches en génétique. Voici l'histoire mouvementée, tumultueuse d'une famille heurtée par ce que nous pensions être jusqu'ici l'acharnement du destin. Chapitre 1 Présentation. Je suis né le 9 janvier 1969 à Colmar d'une famille de classe moyenne alsacienne. J'habite un charmant village viticole, au pied des Vosges, à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse. J'ai fait mes études secondaires dans un établissement public de la région, et mes études supérieures à la faculté de lettres et sciences humaines de Mulhouse. Je suis mariée depuis 22 ans et maman de 2 filles, Edwige et Bérénice, nées respectivement le 13 mai 1995 et le 12 avril 2001. J'exerce une profession passionnante, qui nourrit ma soif de culture et me permet de m'épanouir complètement en œuvrant auprès des jeunes de 15 à 18 ans. J'avais 21 ans lorsque j'ai décidé d'emprunter la voie de l'enseignement. Je désirais allier mon cursus de lettres à celui d'une vocation qui m'habite depuis toujours, voir mon prochain s'épanouir, déterminer et accomplir un projet de vie et y croire. Mes premiers pas professionnels se firent dans un collège mulhousien, en zone appelée sensible, et réputée difficile. Or, c'est précisément cette expérience qui me propulsa dans la vie, qui impulsa en moi encore davantage de motivation, et le désir fervent de persévérer dans cette voie d'engagement et de service. Apprendre à lire et à écrire à un jeune de 16 ans, en classe de 5e, c'était lui ouvrir les portes d'un avenir que d'aucuns avaient d'emblée catalogué, ou mis en marge. Se battre au quotidien. Voir grandir le jeune. Apprendre à se respecter. À respecter l'autre, adulte ou camarade. S'enrichir de connaissances, de compétences, de convictions, de croyances, en découvrir d'autres pour prendre conscience que la différence est une richesse inestimable et fait de nous des êtres uniques aux yeux d'autrui, aux yeux de Dieu, et ce, quel que soit le nom qu'on puisse prêter à un Dieu ou à une force suprême qui nous guiderait. Croire en une profonde humanité qui nous lie, qui nous distingue des autres êtres vivants et donne sens à notre vie. Mon parcours s'est donc enrichi et diversifié de plusieurs expériences, souvent dramatiques, vécues par certains élèves, mais également positives et ô combien encourageantes. Après le remplacement d'une collègue dans cet établissement public, et ne tenant pas à être mutée loin du domicile, je me mis à rechercher un poste stable dans un établissement de l'académie, proposant une pédagogie qui corresponde à ce qui était très vite devenu une vocation. J'ai donc poussé les portes de certains bureaux de directeurs de collèges et lycées privés de ma région, afin de pouvoir rester auprès de celui qui allait devenir mon mari le 28 juillet 1990. Plusieurs chefs d'établissement avaient retenu ma candidature, mais l'un d'entre eux m'accueillit dans un bureau austère, au fond d'un couloir qui me parut interminable et dont les portes se refermaient sur elles-mêmes en provoquant un bruit sourd. Impossible de faire marche arrière, il fallait une clé. Comme si le destin avait scellé mon parcours, définitivement. Je n'avais plus qu'à saisir la clé de mon destin. Je rencontrai le directeur de cet établissement qui me présenta la voie d'une pédagogie de prévention, qu'un certain Jean Bosco avait expérimenté et tracé pour nous, sa famille salésienne, il y a presque 2 siècles. Cela fait plus de 20 ans que je suis fidèle à ce parcours, et que je me surprends encore et encore à appliquer une pédagogie définitivement avant-gardiste et sans cesse novatrice. Si tant est que mon parcours de vie se résumait à ces quelques lignes, je dirais à l'instar de Leibniz, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Une famille unie, une véritable vocation, une gestion du quotidien quelquefois ardue, mon mari ayant une profession nécessitant des déplacements souvent très longs et très fréquents à l'étranger. Un long fleuve tranquille au regard de ces quelques lignes. Mais le vent, les hivers, les bourrasques, les tempêtes sont passés par là. Je le répète, mon projet n'est pas d'écrire un roman, mais de relater le plus fidèlement possible, sous forme de récits biographiques et autobiographiques, c'est-à-dire de me faire porte-parole de 4 générations de ma famille, ces bourrasques, ces tempêtes, ces accidents jusqu'ici inexpliqués de la vie, ces éclats blessants, les drames de 4 générations, liés à une maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos, SED-Q'. Une famille, ma famille, vit et combat sans le savoir depuis au moins 4 générations et contre laquelle je lutte moi aussi, difficilement par moments puisque j'en suis également victime. Ayant une foi inébranlable en l'homme, en sa capacité de progresser en tout domaine,
je reste persuadée, convaincue qu'ensemble nous allons vaincre le SED. Je souhaite que ce témoignage puisse contribuer à la compréhension de cette maladie méconnue. C'est sur demande du professeur Amonet, et pour faire avancer la recherche et la compréhension de la maladie, que j'ai décidé de faire publier mon récit de vie. Chapitre 2, ma naissance. Je suis née un jour hivernal, brumeux et froid du mois de janvier 1969, après un accouchement très difficile, des heures de souffrance dont maman ne parle quasiment jamais. Sa récompense, dit-elle, c'était de voir son bébé en bonne santé et de concrétiser 5 années de mariage, durant lesquelles elle avait fait 3 fausses couches. Ce fut difficile pour elle de tomber enceinte, peut-être est-ce de famille ? Ma grand-mère avait également fait de nombreuses fausses couches, avant et après la naissance de maman. Elle saignait toujours tant. Des heures de travail, des contractions inefficaces pour une naissance tant espérée, dans l'épuisement et l'hémorragie. Le gynécologue dut se déplacer pour l'utilisation de ventouses avant l'éventuel passage au forceps. Maman n'a pas crié, mais elle a terriblement souffert. Papa souffre avec elle. Il reste à ses côtés dans la salle de travail et assiste la sage-femme en appuyant sur le ventre de maman. Les gouttes de sueur perlent sur son front, et s'égouttent une à une sur le ventre de maman. Un travail acharné, d'acharnement, qui conduit à une très sévère hémorragie. Le bébé était pourtant bien placé. Au moment de ma naissance, tout est oublié. Mes parents me prennent dans leurs bras et rien n'existe plus, en dehors de nous 3. Je suis un bébé légèrement cyanosé par le blocage de l'accouchement, et je porte les marques des ventouses sur mon front. Mais elles vont disparaître, et la joie, le bonheur, engendré par ma naissance, transporte mes parents dans un profond bonheur. Je suis un charmant bébé, tant désiré, et rien ne compte plus en dehors de cela. Une petite fille. Ma grand-mère Jeanne et mon grand-père Ernest apprennent ma naissance et sont comblés de joie. Mais il était temps. Maman est exsangue et épuisée. Il faut stopper l'hémorragie qui continue. Il faut réparer les déchirures profondes laissées par l'accouchement. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, maman est très faible. Elle ressent une blessure profonde et le signale à son gynécologue, qui ne s'en inquiète pas outre mesure compte tenu de l'accouchement difficile qu'elle a vécu. Elle a trop saigné, lui répète le médecin. Probablement est-ce de famille. À la naissance de maman, ma grand-mère avait elle aussi eu un accouchement très difficile et fait une hémorragie qui l'avait beaucoup affaiblie. Maman ne reprendra pas le travail comme elle l'espérait. Le gynécologue prolonge son arrêt de travail et lui signifie que son accouchement n'avait rien en commun avec un accouchement normal. Il ne comprend pas cette terrible hémorragie qui a tant affaibli maman. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour qu'elle reprenne des forces. Chapitre 3, Mémé Jeanne, ma petite enfance. Durant toute mon enfance, j'ai été entourée d'amour de la part de mes parents et grands-parents. J'ai grandi normalement et marché à l'âge de 13 mois, mais je tombais souvent. Mes genoux ont été mis à rude épreuve. Il a fallu les suturer à plusieurs reprises, comme si quelquefois mon équilibre n'avait pas été stable. Maman a été très attentive à mon rythme biologique et prenait un soin tout particulier à respecter mes besoins un peu particuliers de sommeil. J'avais besoin de 11 à 12 heures de sommeil, et je faisais une sieste tous les jours jusqu'à l'âge de 5 ans. Enfant, j'étais souvent fatiguée, et cette fatigue fait partie intégrante de ma vie depuis toujours. J'ai parlé très tôt, par phrase correcte dès l'âge de 1 an. J'ai toujours entendu autour de moi que j'étais une enfant particulièrement raisonnable. J'avais pour habitude de traverser la cave et gravir l'escalier de la maison accolée à la nôtre dès que je savais marcher, pour me rendre chez ma mémé Jeanne. Elle était si gentille, si douce, si attentionnée. Elle avait un visage pur, de madone, les yeux bleus lagons, des cheveux blancs qu'elle colorait légèrement au reflet bleu de ses yeux. Elle se déplaçait lentement et m'entourait de son amour et de sa chaleur. Et lorsqu'elle m'embrassait ou que je frottais ma joue contre la sienne, sa peau de velours me caressait lentement. Au moment où j'écris ces lignes, je ressens encore cette douceur, la caresse veloutée de sa peau contre la mienne. Elle me racontait des histoires vraies, me commentait la peinture de sa boîte à couture qui représentait un petit troupeau d'agneaux, attentivement gardés par le berger. Tous les agneaux étaient protégés. Il ne pouvait rien leur arriver. Il fallait qu'ils restent dans le troupeau et qu'ils ne s'éloignent pas trop, autrement il pourrait leur arriver malheur. Mais ils étaient tous obéissants et heureux avec le berger.
Moi aussi j'étais son agneau, sa moutala, petit mouton en alsacien. Avec elle, il ne pouvait rien m'arriver. Quelquefois des effluves de kouglof, de flan au four ou de gâteaux au chocolat, s'échappaient par la porte de séparation de nos deux maisons. C'était la pâtisserie que confectionnait Mémé. En gourmet et aussi petite gourmande, je m'empressais de la rejoindre et de lui piquer quelques raisins de Corinthe déjà macérés dans le marc ou le chocolat en poudre qu'elle avait soigneusement préparé sur la table. Je profitais de son calme et de sa lenteur pour en chipper quelques cuillerées. Je prenais plaisir à manger, quelquefois jusqu'à l'indigestion. Alors maman se devait d'intervenir. Le pédiatre allait encore lui dire que j'étais en proie à une hépatite. Je mangeais avec plaisir, de tout, viande, poisson, légumes, fruits, laitage et je grandissais harmonieusement. C'était un réel plaisir de me proposer de nouveaux plats. Curieuse de tout, je l'étais également en matière culinaire. Mais j'étais souvent très maladroite. Je me cognais souvent, je tombais souvent, j'avais souvent des bleus, alors que je ne me souvenais même pas m'être cognée quelque part. Noël 1972. J'ai presque 4 ans et je porte une robe de fée bleue ornée de duvet d'autruche blanc que m'a confectionnée ma maman. Une robe de conte de fées. Une petite fée au pied du sapin et de la crèche où est couché le petit Jésus, entouré par Marie et Joseph, réchauffé par l'âne et le bœuf, visité par le berger et son petit troupeau d'agneaux. Ils sont avec le berger, rien ne peut leur arriver. Dans la quiétude d'un doux soir de Noël, maman et Mémé me bordent, m'embrassent et font la prière avec moi. Que tous les moutalas du monde comme moi puissent avoir leur berger, leur ange gardien qui les protège et les aime, à l'image du petit Jésus de la crèche. Deuxième dimanche de janvier 1973. Nous prenons le repas ensemble, avec Mémé et Pépé. Mémé Jeanne m'a fait une surprise, un repas festif, du canard qu'elle élevait elle-même. Elle pâlit au cours du repas, s'éloigne de la table et confie quelques mots à maman. Je n'ai rien remarqué. 2 jours plus tard, je suis à l'école. Je ne me soucie de rien. Après avoir consulté notre médecin de famille, le Dr K, maman doit consulter un ORL à l'hôpital Pasteur de Colmar avec Mémé. Elle se plaint d'avoir avalé un os de canard dimanche, qui est apparemment resté coincé dans sa gorge. Le Dr R la reçoit et programme une endoscopie de l'œsophage sous anesthésie générale, à la recherche de cet os de canard planté dans la gorge de Mémé. L'intervention est programmée dans quelques jours, au matin du 17 janvier 1973. L'examen a lieu, mais l'os de canard n'est pas retrouvé. En observation post-opératoire dans le service d'anesthésie et de réanimation chirurgicale de l'hôpital Pasteur, l'état de Mémé s'aggrave brusquement. Un scénario de ce type est improbable. Que se passe-t-il ? Il faut une assistance respiratoire. Des hémorragies ont eu lieu, les poumons seraient-ils touchés ? Il faut opérer. Débute alors un véritable calvaire d'1 mois, au sein de la réanimation chirurgicale. Les suites immédiates de l'intervention semblent favorables, mais son état se détériore à nouveau. On réopère. Les suites semblent à nouveau favorables. Mais son état se dégrade très brusquement après 3 jours. Pas question de réintervenir, Mémé est trop faible. Les hémorragies diverses ne peuvent plus être maîtrisées. 9 février. Cela fait maintenant presque 1 mois que Mémé est en réanimation chirurgicale. Elle n'en sortira plus vivante. Le chirurgien convoque maman et papa le 13 février. Il leur signifie son incompréhension. Jamais il n'avait pensé finir prématurément sa carrière de la sorte, percer l'œsophage d'un patient, cela ne lui était jamais arrivé. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi les hémorragies se sont diversifiées et propagées, ni comment il aurait pu commettre telle erreur. Sa carrière de chirurgien prend fin à la suite de l'entrevue avec mes parents. Il avoue que le cas de Mémé restera probablement toujours un grand mystère pour lui. Il prend une retraite anticipée, car il ne peut s'expliquer avoir commis une erreur de ce type, une perforation de l'œsophage à la suite d'une œsophagoscopie. Combien d'examens et de gestes de ce spécialiste avait-il pu pratiquer durant toute sa carrière de chirurgien ORL ? Probablement des centaines. Mais jamais, jusqu'à ce jour, il n'avait percé l'œsophage d'un patient ni provoqué une hémorragie aussi étendue. Tout se bouscule dans sa tête, son désarroi est visible. Il se présente devant mes parents. C'est un homme de grande taille, vêtu d'un imperméable gris. Il se présente sobrement à mes parents,
leur fait part de ce qu'il considère comme une erreur médicale, jamais commise mais au moment où il s'exprime, dépassant toujours son entendement. Il présente ses condoléances à mes parents, leur signifie qu'ils peuvent porter plainte contre lui s'ils le souhaitent. Mes parents écartent immédiatement cette action et dans la douleur terrassante de ces moments lui accordent leur pardon. L'erreur est humaine. Il prend poliment congé, se tourne en remontant le col de son imperméable, remet ses mains dans les poches et s'éloigne jusqu'à disparaître au loin au fond du long couloir du service de réanimation chirurgicale. Mes parents restent serrés l'un contre l'autre, encore sous le choc de cette rencontre et de la douleur indicible, face à l'état désespéré de Mémé, sans réaliser qu'elle va partir. Pour toujours. Elle nous quitte brutalement le 13 février 1973, alors que je l'ai vue partir tranquille et souriante, comme à son habitude, un mois auparavant. Combien de temps faudra-t-il à maman et papa qui n'ont que 32 ans à ce moment, pour réaliser qu'elle est définitivement partie? Comment annoncer à mon grand-père qui n'a alors que 51 ans, qu'il sera seul désormais? Comment annoncer à la petite Virginie que sa Mémé ne reviendra plus lui raconter des histoires, la couvrir de baisers et qu'elle ne sentira plus jamais sa peau veloutée contre sa joue? Face à l'incompréhension, au deuil, à la séparation, il n'y avait pour ma famille qu'une seule et unique façon de s'en sortir, de vivre et d'espérer, la foi et la prière. Mémé nous avait transmis cette foi inébranlable, sans quoi elle aurait certainement tout abandonné dans sa vie. Pour la retrouver, il fallait prier, lui parler simplement sans détour, comme si son oreille était constamment à notre écoute. Elle veille sur nous. Sa puissance dépasse désormais tout l'entendement humain. Elle a gagné la vie éternelle après un parcours de vie déchirant, qui ne l'a néanmoins jamais dissuadée de se battre encore et encore. Mémé Jeanne est née le 8 novembre 1910, cadette d'une fratrie de 3 enfants. Elle avait un frère, Romain, né le 8 décembre 1905 et une sœur, Berthe, née le 12 janvier 1908, qui était plutôt petite et frêle et qui avait la peau fragile. Cette dernière ne la quitta jamais, même après s'être mariée. Elle était maman de 2 enfants. Elle était toujours prête à accueillir sa filleule Christiane, lorsque sa sœur Jeanne souffrait d'hémorragie et devait être hospitalisée. Romain, le plus jeune, resté célibataire, vécut auprès de sa sœur Jeanne et ne quitta jamais la maison familiale où résidaient également sa sœur Jeanne et sa filleule Christiane. Il en fut en quelque sorte le papa adoptif lors du décès accidentel de Marcel, et ce, pendant plus de 8 ans, jusqu'au remariage de Jeanne et Ernest en décembre 1949. Après le remariage de Jeanne, la petite Christiane avait en quelque sorte 2 papas d'adoption, qu'elle considéra comme tels jusqu'à leur décès. Mémé Jeanne était une jeune femme ronde et de taille moyenne pour l'époque, environ 1,60 m. Lente et douce dans ses mouvements, elle était attentive à tout. Ses cheveux noirs, longs et ondulés soulignaient le bleu cristallin de ses yeux, son teint pâle et translucide, sa peau douce et veloutée lui donnaient le profil d'une jeune femme à la fois fragile et sérieuse. Son regard quelque peu mystérieux et insondable laissait filtrer la profondeur d'une âme sensible et pure. On me rapporta très souvent qu'à l'instar de sa sœur, elle ne portait jamais de talons hauts, car elle avait ses chevilles qui lâchaient souvent en marchant. Si je relate ce détail, c'est tout simplement parce que maman me voyant tomber ou me déséquilibrer à cause du genou ou d'une cheville qui lâche, s'exclame souvent, qu'on dirait voir Mémé en me voyant. Elle s'était mariée en 1939 avec l'amour de sa vie, Marcel, avec qui elle eut une fille unique, Christiane, née le 16 juillet 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands avaient annexé l'Alsace et la Lorraine. Mais rien n'était plus fort que leur amour réciproque, et leur capacité à résister à l'oppresseur. Tous deux se battaient en cachette contre les SS et les collaborateurs. Mon grand-père avait juré et espéré que si leur bébé naissait un 14 juillet, il allait pouvoir hisser le drapeau français à la fenêtre du balcon à cette occasion. Autant dire que ma grand-mère qui arrivait au terme de sa grossesse tremblait à l'idée que rien n'arrêterait son Marcel, si leur enfant naissait le jour de la fête nationale. Ce serait leur arrêt de mort. La véhémence, le caractère engagé et résistant de mon grand-père auraient pu mettre toute la famille en péril. Christiane, puisqu'il fallait un prénom dont l'étymologie soit liée à notre langue et culture française et qui ne puisse pas être germanisé par les Allemands, est née le 16 juillet. Dieu soit loué. Ma grand-mère accoucha dans des circonstances très difficiles, et elle fut en proie à de terribles hémorragies.
Elle en était d'ailleurs coutumière car il ne se passait pas un mois sans qu'elle souffre d'hémorragie menstruelle. Christiane était un bébé au teint très clair, laissant transparaître les vaisseaux sous sa peau, aux yeux noisettes et aux cheveux noirs. Son visage aquilin, son nez pincé, sa lèvre supérieure quasi inexistante et très peu ourlée, ses lobes inférieurs des oreilles absents et son regard toujours sérieux et très peu enfantin, lui conféraient un certain charme et un regard profond et mélancolique, digne de celui de certaines madones. Petite fille et adolescente, elle m'a souvent raconté qu'elle était performante en sport, et tout particulièrement en gymnastique, mais qu'elle n'a jamais pu faire une simple roulade de toute sa vie. Son corps n'avait pas naturellement la coordination nécessaire à une roulade droite, qui ne la fit pas s'effondrer sur le côté droit ou gauche. Adulte, elle mesure 1,63 m et conserve ce regard profond et sérieux qui la font paraître sérieuse et trop mature. La petite famille nageait dans le bonheur. La petite Christiane au teint diaphane était chérie par ses parents, sa tante et marraine Berthe et son oncle et parrain Romain. Premier dimanche d'octobre 1941, on frappe à la porte. Ce sont les gendarmes et un mineur de fond du même bassin minier que celui où travaille Marcel. Ils annoncent à mémé Jeanne que Marcel est mort, écrasé au fond de la mine contre la paroi du boyau par un fourgon de wagons transportant le sel. C'était un dimanche pendant l'occupation allemande. On avait oublié de signifier l'intervention pour réparation des rails, effectuée par Marcel et l'un de ses collègues. Surpris par le convoi, les deux hommes doivent brusquement s'écarter de la voie. L'un saute vers la paroi de gauche et s'y plaque pour ne pas se faire écraser, l'autre, Marcel, saute vers la paroi de droite. Le convoi laisse suffisamment de place sur la gauche pour permettre aux collègues d'en sortir indemnes, mais il frôle la paroi de droite et écrase Marcel contre la paroi de potasse. Jeanne suffoque, se précipite sur son bébé, le serre contre elle de toutes ses forces, elle est le fruit de leur amour, il ne reste plus que Christiane. Jeanne est veuve à 31 ans. Orpheline de père à l'âge de 3 mois, Christiane ne connaîtra jamais son papa. Le frère de Jeanne, Romain, resté célibataire et vivant dans la maison familiale, et sa sœur Berthe, mariée et maman de 2 enfants, l'aide à élever sa fille. Romain travaille la terre avec Jeanne. Il faut garder les arpents de vigne et cela nécessite un travail constant et très physique. Mais il travaille lui aussi aux mines de potasse, et le cumul des travaux de la mine et de la terre devient quelquefois difficile à assumer. 8 années se passent tant bien que mal. Un jeune ressortissant italien installé dans la vallée avec sa famille apprend que Jeanne, une jeune veuve, a besoin d'aide. Il connaissait son défunt mari Marcel, et se propose d'aider la jeune femme à travailler la terre. C'est une très belle histoire d'amour qui débute entre Ernest et Jeanne. Jeanne représente aux yeux d'Ernest la femme combative et courageuse, mais également douce et attentionnée. Il prend la petite Christiane sous son aile, et décide de demander la main de Jeanne en 1949. Les familles respectives acceptent très mal cette union, et c'est dans le secret de l'aube, en présence de la petite Christiane à leur côté, qu'ils se promettent fidélité pour toute la vie. Il adoptera la petite Christiane. Leur projet de voir s'agrandir leur petite famille et d'avoir un enfant se fait très vite réalité. En effet, Jeanne a 11 ans de plus qu'Ernest. Mais Jeanne souffre d'hémorragies menstruelles incessantes, de fausses couches répétées qui l'affaiblissent et nécessitent des hospitalisations pour curettage de plus en plus fréquents. Leur projet d'avoir un enfant sera abandonné quelques années plus tard, lorsque les hémorragies menstruelles se feront telles que Jeanne devra être soignée et prise en charge pendant plusieurs semaines à l'hôpital. Mémé Jeanne partira, bien trop jeune, dans ces circonstances d'hémorragie digestive et respiratoire inexpliquées pendant presque 4 décennies. L'os de canard n'a pas pu perforer, lacérer l'œsophage à ce point. Le chirurgien aurait-il pu commettre une suite d'erreurs irréparables aussi inexcusables? D'où provenaient les hémorragies de rupture et de lâchage? Pourquoi des perforations aussi conséquentes, et à côté desquelles on serait passé lors de la première intervention? Autant de questions auxquelles le chirurgien de l'époque n'avait pas de réponse. On ne saura probablement jamais, avait-il écrit dans sa 2e lettre au médecin de famille. Pendant plus de 39 ans, nous ignorions ce qui s'était réellement passé lorsque mémé est décédée le 13 février 1973. Octobre 2012. Presque 40 ans se sont passés depuis les faits. Je décide de récupérer son dossier médical conservé sur microfilm dans l'urgence du 31 octobre 2012 afin de préparer ma visite auprès du professeur Amonet programmée très rapidement le 12 novembre 2012,
cela ne me laisse que 2 semaines. Une course contre la montre se déclenche. Je me propose de retranscrire ici les courriers du chirurgien envoyés au médecin de famille, le Dr K, en janvier et février 1973, les copies du dossier d'hospitalisation, de réanimation et d'intervention étant désormais confiées au professeur Amonet. Les archives de l'hôpital Pasteur m'appellent le 8 novembre 2012. C'est aujourd'hui même que Mémé aurait 104 ans, c'est son anniversaire. Je pense toujours que le hasard n'existe pas. Je lève le voile sur le mystère de son départ brutal le 8 novembre 2012. Je tiens entre les mains le dossier de 80 pages photocopiées, issu des microfilms des rapports d'intervention, bilan d'analyse, suivi quotidien en réanimation pendant 1 mois, courrier du chirurgien, rapport de sortie du 13 février 1973, date de son décès. Je ne retranscrirai ici que les 3 courriers du chirurgien au médecin traitant, le Dr K et le rapport de sortie. Je tiens à préciser que tous les bilans d'analyse quotidiens effectués se trouvent dans le dossier. Les données nouvelles que nous apportent ces documents aujourd'hui, au regard des connaissances que nous avons désormais relatives au SED, ainsi qu'au contexte dans lequel se sont déroulées ces perforations et hémorragies que le chirurgien qualifie lui-même de mystérieuses, nous permettront, j'en suis certaine, de confirmer certaines hypothèses dont je parlerai bien plus loin. Réa. GHAL 23-1-1973. Mon cher confrère, je me permets de vous donner des nouvelles de votre malade, Madame C. Jeanne. Elle nous avait été transférée du service d'ORL pour perforation œsophagienne découverte quelques heures après l'œsophagoscopie, pneumothorax et médiastin. Nous avons institué un traitement médical, antibiotique massif avec aspiration gastrique et œsophagienne. Un transit avait montré une large perforation, qui n'a pas tendance à se refermer spontanément. Il nous a fallu intervenir. Nous avons choisi la voie à gauche qui nous a permis de libérer l'œsophage. Nous n'avons pas trouvé de lésion pathologique. Nous avons fait la suture de la totalité de la paroi œsophagienne, mais les risques de désunion sont énormes. Nous avons fait une phrénotomie et une plicature péri-œsophagienne selon Nissen qui, je l'espère, permet d'assurer une étanchéité. Je me permettrai de vous tenir au courant. Je vous prie de croire, mon cher confrère, à l'expression de mes meilleurs sentiments. Réa. GHAL 1-2-1973. Mon cher confrère, je me permets de vous donner des nouvelles de votre malade, Madame C. Jeanne qui avait présenté une perforation traumatique du bas œsophage. Le 7e jour, c'est-à-dire lundi dernier, la sonde d'aspiration médiastinale et pleurale gauche a ramené à nouveau du liquide gastrique, nous faisant craindre à juste titre à un lâchage de suture. Un transit à la gastrographine, contraste hydrosoluble, confirme rapidement cette hypothèse. Nous décidons à ce moment de jouer la fistulisation dirigée, mais une hématémèse au courant de la nuit du mardi au mercredi, résistant au traitement médical, nous oblige à RE accent aigu intervenir. À notre surprise, nous constatons d'un côté, une distension de la poche gastrique susphrénique remplie de caillots de sang. Cette distension a entraîné un lâchage complet des sutures de la manchette faite autour de l'œsophage, avec une perforation de 1 cm environ au sommet de la petite courbure. La suture œsophagienne, elle-même parfaitement étanche. Nous avons élargi la phrénotomie et élargi la perforation pour constater un ulcère peut-être un peu plus grand à la base postérieure de la grosse tubérosité, de multiples ulcérations, plus ou moins importantes, mais assez profondes, tout le long de la petite courbure, paroi postérieure et antérieure. Au moment de l'intervention, toutes ces lésions ne saignaient plus. Il est difficile d'expliquer le mécanisme puisque la perforation a précédé de 48 heures l'hémorragie, et la distension que nous avions constatée était essentiellement le fait, semble-t-il, de caillots accumulés. Est-ce une perforation par ulcère? Ou une perforation gastrique par déchirure après distension? Je crains que cette question reste toujours sans réponse. Bref, pour pallier à l'hémorragie, nous avons complété par une vagotomie et une pylorotomie non sans difficulté par la brèche phrénique. Nous avons dû enlever la rate, pour nous faire jour à travers la phrénotomie, et attirer ainsi l'estomac vers la cavité thoracique gauche. La perforation gastrique étant largement résuturée, nous n'avons pas touché du côté de la perforation évidemment.
La phrénotomie a été refermée après réfection de l'anglis, simplement. Je me permettrai de vous tenir au courant de l'évolution de cette malade. Veuillez agréer, mon cher confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Réa. GHAL 14-2-1973. Mon cher confrère, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame C. Jeanne, qui est survenue brutalement par un infarctus massif au décours de sa deuxième intervention que nous avions été obligés de faire pour hémorragie très importante gastrique. De ce côté, après vagotomie et pylorotomie, l'hémorragie s'était tarie. Veuillez agréer, mon cher confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Rapport de sortie. Colmar, le 14.02.973. Madame C. Jeanne née le 8-11-1910. Hospitalisée au service de réanimation chirurgie du 17-1-73 au 12-2-73. Perforation traumatique du tiers inférieur de l'œsophage. Malade de 63 ans se plaignant d'avoir avalé un os de canard 3 semaines auparavant. À la suite d'une œsophagoscopie, la malade présente un hémopneumothorax droit ainsi qu'un hémopneumomédiastin. On met en place un drainage pleural à droite, une aspiration digestive, et on institue une antibiothérapie massive. Par la suite, on pratique un transit œsophagien qui montre une large brèche du bord droit de l'œsophage. On décide d'intervenir. Par thoraco-phrénotomie gauche, on pratique le 22-1-73 une suture de la brèche œsophagienne, une vagotomie droite et un Nissen. En outre, on met en place un drainage pleural bilatéral et 2 drains médiastinaux. Les suites immédiates sont favorables, mais au 3e jour, les drainages ramènent un liquide noirâtre et le lendemain, une hémorragie digestive massive s'extériorise. Le 31-1-73, on réintervient et on trouve une suture œsophagienne intacte, une rupture gastrique intrathoracique et de multiples ulcérations gastriques dont une a probablement perforé le thorax. On pratique une splénectomie de nécessité, une vagotomie gauche et on suture la brèche gastrique après des coups. On termine par une pyloroplastie à la Fredet et on draine de nouveau le médiastin et les 2 plèvres. Encore une fois, les suites semblent favorables. Les épanchements pleuraux s'assèchent et on enlève les drainages pleuraux. Le 08-02-73, les drains médiastinaux ramènent un liquide suspect. Un contrôle au bleu de méthylène signe une refistulisation œsophagienne. Pas question de réintervenir. L'état général et en particulier l'état pulmonaire sont prohibitifs. Le 09-02-73, l'état s'aggrave brutalement, par l'apparition d'un OAP difficilement réduit par le traitement médical. Le 11-2-73, nouvelle OAP due à un infarctus du myocarde, s'installe alors un état de collapsus cardiovasculaire irréversible, et à la demande de la famille, on transfère la malade chez elle dans un état désespéré. Pas d'autopsie. Aujourd'hui, 29 novembre 2012, près de 40 ans après son décès, j'ouvre mon quotidien l'Alsace comme chaque matin. Il est un peu plus de 6 heures du matin, et j'ai travaillé très tard hier soir à l'écriture et l'élaboration des premières pages de ce récit. Les circonstances m'amènent à reprendre mon récit dès ce matin, lendemain des 13 premières pages de rédaction du récit. 13. Chiffre que je n'arrête pas de citer dans ces mémoires de famille, tout particulièrement rattaché à Mémé et à ma première fille Edwige. Hasard. Décidément, le hasard n'existe pas. J'en arrive donc à la lecture de la première de couverture de la page Région. Et en voici le gros titre, Bassin potassique, la mémoire des mineurs. La photographie de l'une des 4 imposantes et majestueuses stèles, où figure le nom des 827 hommes qui sont morts de 1904 à 2004, occupe presque toute la page. Mon grand-père Marcel y figurera. Il aura fallu 6 ans et demi pour que le mémorial de la mine voie enfin le jour à Wittenheim. 4 stèles disposées le long du chemin du souvenir, au pied du chevalement Théodore, comportent le nom de 827 hommes qui sont morts de 1904 à 2004. Ce mémorial sera inauguré samedi 1er décembre à 14h. Mais tout le week-end sera marqué à Wittenheim par des animations et des hommages à la mémoire des mineurs disparus, parmi lesquels figure bon nombre de Polonais. Valérie Gérard-Rug a été associée au projet dès le début. Cela a été un long combat. À l'heure où s'achève ce travail de plusieurs mois,
Elle souligne à quel point il aura été pour elle source d'enrichissement personnel. J'ai découvert le monde de la mine et une solidarité exceptionnelle que je ne soupçonnais pas. Elle est issue d'une longue lignée de marbriers sculpteurs. Elle a gravé le nom de 827 noms de mineurs et sculpté la stèle de 2,50 mètres de haut et 3,80 mètres de large. À côté d'un chevalement stylisé, sur un demi-cercle rappelant la poulie d'extraction, elle a présenté la tête d'un mineur en relief. Je me suis inspiré d'un modèle en plâtre qui me venait de mes ancêtres. Précise l'artiste, qui tenait à ce que l'expression du visage reflète la dureté du métier. Source, l'Alsace du 28/11/2012. Pourquoi de tels concours de circonstances ? Je suis maintenant fermement convaincu qu'après des circonstances de cette nature, il est impossible que le hasard existe. Je pense vraiment que mes grands-parents sont à mes côtés depuis toujours, et tout particulièrement ces dernières semaines. Il ne se passe pas une semaine sans qu'ils me manifestent et me transmettent leur présence, leur force et leur courage. Mon projet est long et difficile, parsemé d'obstacles. Mes douleurs me freinent, mais je n'abandonne pas, je n'abandonnerai jamais. Mes grands-parents Jeanne et Marcel s'aimaient à la folie. La tragédie d'un destin fatal les a séparés alors qu'ils n'avaient respectivement que 31 et 32 ans. Ils n'ont vécu que 2 années ensemble, dans le bonheur absolu, et de cette union est née ma maman Christiane. Ce qui les caractérisait tant tous deux était ce courage, cette foi en l'avenir, en l'autre, cette solidarité à toute épreuve entre membres de la famille, voisins, amis, mineurs de fond, habitants du même quartier. Mais Jeanne est restée, même après le décès accidentel de Marcel, celle qui écoute, qui console, qui pense les plaies visibles ou invisibles de la vie, qui trouve les mots justes pour redonner courage et foi en la vie, qui reçoit chez elle jusqu'aux confidences et secrets de prêtres du village, une oreille attentive qui sait tenir le secret absolu, celle qui ne recule jamais devant rien ni personne lorsqu'il s'agit d'agir au nom de la justice et de la vérité. Un regard bienveillant, une oreille qui écoute, une parole qui redonne courage, un geste qui peut sauver. Laissez venir à elle les blessés de la vie, qu'elle entend et comprend comme personne. Dès lors, on peut aisément comprendre pourquoi les épreuves de la vie rendent plus fort, permettent de comprendre et de vivre pleinement sa vie pour ceux qu'on aime et qui nous aiment, pour ceux qui nous aiment moins, mais que les détours de la vie nous amènent à aider également. Pourquoi il est vain et absurde de se faire du mal, de se faire la guerre pendant ces quelques années de passage sur terre. Ressentir, avec son esprit, son corps et son cœur, et ainsi mieux comprendre la douleur de l'autre, pour la guérir ou la rendre plus supportable. Une attitude que d'aucuns devraient quelquefois prendre en considération dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur vie. Chapitre 4, éclat d'un drame, mes ancêtres maternels, maman, mon enfance, mon frère, David, mon adolescence, 1941-1989. S'il est incontestable que j'ai vécu une enfance et une adolescence heureuses, il est tout aussi vrai que le décès de ma grand-mère Jeanne allait profondément bouleverser maman et papa, et les contraindre à se réorganiser au quotidien. Je le précisais au chapitre précédent, mon grand-oncle Romain vivait dans la même maison que Jeanne et Ernest, puisqu'il s'agissait de leur maison paternelle. Il avait aidé à la reconstruire après la guerre de 1914 à 1918, alors que les 3/4 de notre village avaient été détruits par les bombardements d'obus provenant du champ de bataille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.